Maintenant que nous avons défini les relations de comparaison pour des fonctions, nous allons pouvoir passer au développement limité. Et c'est là que nous allons découvrir tout le potentiel de ces relations de comparaison et voir les multiples applications qu'elles peuvent avoir. Dans toute la suite, petit n sera un entier naturel, grand I et grand J seront deux intervalles de R, x0 un point de grand I, et f une fonction de grand I dans grand R. La définition de développement limité se déduit directement de celle de petit o. On dit que f admet un développement limité d'ordre n en x0, ce que nous noterons souvent un dl, x0, n, donc nous rappellerons dl évidemment pour développement limité, et ensuite en premier lieu le point où nous faisons ce développement, et puis ensuite son ordre. Donc f admet un dl en x0 d'ordre n s'il existe n plus 1 coefficients a0 jusqu'à an dans R, tel que f de x s'écrivent comme un polynôme en x moins x0, qui se situe ici, plus un reste, écrit sous la forme d'un petit o de x moins x0 puissance n. Dans cette écriture, le polynôme que j'ai entouré en orange est appelé la partie principale ou partie régulière du développement limité. Le terme en petit o est appelé le reste du développement limité. Et nous pouvons enfin définir la valuation du développement limité, c'est-à-dire le degré de son premier terme non nul. Dans l'écriture entourée en orange à gauche, il est tout à fait possible qu'un certain nombre de termes à partir de A0 soient nuls. Par exemple, A0 et A1. Et A2 ne serait pas nul. Dans ce cas-là, on dirait que 2 est la valuation du développement limité. Donc plus précisément, si f de x, son premier terme non nul le plus petit degré, c'est ap fois x moins x0 puissance p, avec donc ap différent de 0, et qu'ensuite nous allons jusqu'à la puissance n, eh bien la valuation du polynôme est égale à p. Dans ce cas, il est possible de mettre x moins x0 en facteur dans tout le développement limité. Donc le premier terme mis en facteur sera donc le terme constant ap, et puis ensuite nous irons jusqu'au terme an fois x moins x0 puissance n moins p. Cette forme, qui peut être utile, que nous utiliserons de temps à autre, est appelée la forme normalisée du développement limité. Comme exemple, nous pouvons donner tout le formulaire que nous avons vu sur les relations de comparaison avec les fonctions. Dans la colonne avec des petits o, eh bien, nous n'avons que des développements limités. Par exemple, nous avons vu que exponentielle x est égal à 1 plus x plus un petit o de x. Eh bien, c'est bien un développement limité, puisqu'ici nous avons sa partie principale. Alors, il faut tout de même préciser que c'est lorsque x tend vers 0. Mais donc, en orange, nous avons un polynôme de degré 1 en x, qui est donc sa partie principale, et ensuite, nous avons un petit o de x. Donc, cette écriture est bien un développement limité en 0 à l'ordre 1 ici. Et puis, nous en avons d'autres. Nous en avons quelques-uns qui sont à l'ordre 2. Par exemple, pour cosinus x, nous avons vu que cosinus x est égal à 1 moins x2 sur 2 plus un petit o de x carré. Eh bien ceci, c'est un développement limité à l'ordre 2, toujours en 0. Vous remarquerez que toutes les formules du formulaire sont toujours données en 0. Alors, un petit mot tout de même sur ce dernier développement, nous pouvons remarquer que x carré est un petit o de x lorsque x tend vers 0. Ça, c'est un résultat que nous connaissons. Et il en est de même d'ailleurs pour le petit o de x carré, pour la même raison. x2 est un petit o de x quand x tend vers 0. Donc c'est un résultat que nous allons repréciser juste après, mais en tout cas, ce développement limité, nous pouvons le tronquer et l'écrire comme 1 plus un petit o de x. Et nous obtenons un dl, toujours en 0, à l'ordre 1. Alors pourquoi je parle de celui-ci ? C'est un peu en écho à la définition de valuation. Dans un polynôme, nous avons aussi la définition de valuation et de degré. La valuation d'un polynôme, c'est le degré du premier terme non nul. Son degré, évidemment, c'est le degré du dernier terme non nul. La valuation, nous en gardons la même définition pour celle d'un développement limité. Par contre, l'ordre d'un développement limité, ça n'est pas l'ordre du dernier terme non nul, ce qui n'aurait pas vraiment de sens. Ici, vous voyez que nous avons un développement limité à l'ordre 1, et pourtant il n'y a pas de terme d'ordre 1. Plus exactement, il y en a un, mais il est nul. Nous pouvons l'écrire petit o 0 fois x. Donc attention, l'ordre d'un développement limité, ça n'est pas seulement une histoire de degré. Nous avons la partie principale qui est un polynôme de degré au plus l'ordre, mais pas forcément exactement l'ordre, et ensuite nous avons le petit o. Donc ne soyez pas surpris par des écritures de ce type. Il est possible que ce qu'il y a dans le petit o
et une puissance strictement plus grande que tous les termes qui se trouvent avant le petit o. D'ailleurs, nous pouvons continuer à tronquer ce polynôme puisque x est un petit o de 1. Donc par transitivité, cette dernière écriture implique aussi que cosinus x est égal à 1 plus un petit o de 1. Mais cette fois-ci, c'est un développement limité en 0 à l'ordre 0. La deuxième ligne implique la troisième, mais l'autre sens est faux. Nous ne pouvons pas savoir que si cosinus est égal à 1 plus un petit o de 1, alors il est égal à 1 plus un petit o de x. Donc il est facile de tronquer. Cela, c'est tout simplement une perte de précision, ce qui est toujours possible. Aller dans l'autre sens, c'est enrichir le développement, et cela, nous ne pouvons pas le faire sans avoir des renseignements supplémentaires. Comment interpréter ces développements limités ? C'est ce que j'appellerais la philosophie du développement limité. Un développement limité en x0 à l'ordre n, c'est tout simplement un polynôme qui est une approximation polynomiale la meilleure possible d'une fonction f au voisinage du point x0, avec un polynôme de degré o plus n. Donc dans tout ce chapitre, c'est cela notre objectif, c'est vraiment d'approcher des fonctions par des polynômes pour rendre leur étude plus simple, car il est toujours plus simple d'étudier un polynôme qu'une fonction quelconque qui peut avoir une expression compliquée. Pour faire un schéma, si nous avons f dont le graphe est cette courbe bleue, et x0 est ce point, quelle est la meilleure approximation possible de degré 0 en x0 de cette fonction f? C'est-à-dire, quelle est la constante qui approche le plus f en x0? Eh bien sûr, il s'agit d'une droite horizontale, puisqu'un polynôme de degré 0 est une constante, et qui passe par le point du graphe d'abscisse x0 et d'ordonnée f de x0. Quelle est la droite oblique, donc le polynôme de degré 1, qui va le mieux approcher f en x0? Bien cette fois-ci, il va s'agir d'une droite qui va être la tangente à f en x0. Alors je vais essayer de la tracer à peu près tangente, celle-ci est pas mal. Donc si je prends le polynôme de degré 1 dont le graphe est cette fonction orange, c'est le polynôme de degré 1 qui est le plus proche de f au voisinage de x0. Alors le plus proche, ce n'est pas une notion sur laquelle nous nous attarderons, mais intuitivement on comprend un peu de quoi il s'agit. Quant à l'approximation de degré 2, eh bien son graphe est une parabole que j'ai représentée ici en rouge. Donc elle est faite un petit peu à la louche, mais vous voyez que c'est une bonne approximation de la fonction f tant que nous restons proches de x0. Dès qu'on s'éloigne de x0, ça n'est évidemment plus du tout une bonne approximation. Donc nous en reparlerons à de nombreuses reprises de cet aspect-là. Un développement limité, c'est quelque chose de local. Ça donne des renseignements proches de x0. Dès qu'on s'éloigne de x0, eh bien cela ne convient plus. Alors on pourrait bien sûr continuer en donnant un polynôme de degré 3 dont le graphe va être une approximation de f, et nous verrions que nous aurions alors une fonction dont le graphe est encore plus proche de f. Et puis si nous augmentons dans les degrés, l'approximation va être meilleure, ce sera de mieux en mieux. Mais bien sûr, il y a de plus en plus de coefficients, donc de plus en plus de calculs si l'on veut déterminer cette approximation. Traitons donc un exemple où nous allons aller à un ordre supérieur à 2, puisque dans le formulaire sur les relations de comparaison de fonctions, tous les exemples sont des DL à l'ordre 0, 1 ou 2. Prenons donc la fonction petit f, qui, sur moins 1 ouvert, à x associe 1 sur 1 moins x, et prenons un entier petit n dans grand N. Nous allons donner un développement limité de petit f en 0 à l'ordre n. Si nous prenons un réel petit x qui est lui aussi donc entre moins 1 et 1, nous savons que la somme pour k allant de 0 à petit n des x puissance k est égale à 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x, c'est-à-dire 1 sur 1 moins x moins 1 moins x puissance n plus 1, sur 1 moins x. Or, il se trouve que xn plus 1, x puissance n plus 1, est égal à un petit taux de x puissance n lorsque x tend vers 0. Donc je vous rappelle qu'en 0, plus la puissance est élevée et plus le terme est petit. Donc nous pouvons écrire que la somme pour k allant de 0 à n des x puissance k est égale à f de x plus un petit taux de x puissance n. Donc en répartissant différemment les termes, nous obtenons que f de x est égal à la somme pour k allant de 0 à n des x puissance k plus un petit taux de x puissance n. Donc sans le symbole somme, nous obtenons
ce développement limité, puisque cette somme est bien un polynôme de degré n en x, nous obtenons ceci. Alors ceci est valable lorsque x tend vers 0, il faut essayer de ne pas oublier de le mettre, c'est bien un développement limité de cette fonction f à l'ordre n. Donc n est ici quelconque, cette fonction f admet donc un développement limité en 0 à tous les ordres, et c'est l'un des développements limités les plus simples possibles, puisque tous ses coefficients sont égaux à 1, c'est l'un des développements limités qu'il vous faudra connaître par cœur. Faisons maintenant quelques remarques sur cette définition de développement limité. Première remarque, si f a un développement limité en x0, eh bien nous pouvons le transformer par équivalence en un développement limité en 0, à condition de considérer la fonction petit g qui à h associe f de x0 plus h. Donc ceci est intéressant, nous avons déjà vu grâce à la composition à droite dans les relations de comparaison sur les fonctions, que nous pouvions effectuer une translation sur le point d'étude du développement limité, ce qui nous permet ici de nous ramener en 0, et il se trouve que toutes les formules du formulaire sont données en 0. Donc si vous voulez les utiliser, il faut pouvoir vous ramener en 0. Donc par exemple, si la fonction f en x0 admet un développement limité, alors que je ne vais écrire qu'avec un ordre 2, un développement limité de cette forme-là, donc un polynôme en x moins x0 à l'ordre 2, plus un reste, donc un petit taux de x moins x0 au carré, et bien d'une certaine manière, en posant h est égal à x moins x0, nous avons g de h qui, lorsque h tend vers 0, est égal à a0 plus a1h plus a2h au carré plus un petit taux de h carré. Donc, nous ferons très souvent cette opération. Cela revient à poser petit h égale x moins x0. Donc bien sûr, quand x tend vers x0, eh bien h tend vers 0, et nous nous sommes ramenés à un développement limité en 0. Par exemple, avec cette méthode, nous pouvons donner un développement limité de la fonction sinus en pi sur 4 à l'ordre 2. Donc, nous partons de sinus x, et nous allons étudier cette fonction lorsque x tend vers pi sur 4. Donc l'idée, comme nous l'avons vu au-dessus, c'est de poser h égale à x moins pi sur 4. Donc sinus x est égal à sinus de h plus pi sur 4. Nous allons développer cette écriture grâce à une formule de trigonométrie. Donc ceci, c'est sinus h fois racine de 2, plus cosinus h fois racine de 2. Et en 0, nous connaissons des développements limités de ces deux termes. Donc quand h tend vers 0, cela est égal à racine de 2 sur 2, facteur de h plus un petit taux de h carré, qui est un développement limité à l'ordre 2 de sinus h, plus 1, moins h carré sur 2, qui est le développement limité de cosinus h à l'ordre 2. Pour terminer, il s'agit de réordonner ces termes dans le bon ordre et de tout réexprimer en fonction de x. Donc lorsque x tend vers pi sur 4, nous obtenons racine de 2 sur 2, facteur de 1, plus x moins pi sur 4, moins x moins pi sur 4 au carré, sur 2, plus le reste qui est x moins pi sur 4 au carré. Donc ici, nous avons bien obtenu un développement limité de la fonction sinus en pi sur 4 à l'ordre 2, grâce à cette méthode de translation du point d'étude. Donc nous en traiterons d'autres exemples au cours de l'année, et vous verrez que cela ne fonctionne pas bien avec toutes les fonctions. Si ici cela marche bien, c'est parce que nous avons les formules de trigonométrie qui nous permettent comme ceci de translater un point. Donc quand vous étudiez une fonction qui a des propriétés particulières, cela peut bien marcher. Par exemple, les fonctions trigo, ou la fonction exponentielle, ou la fonction logarithme. Avec des fonctions quelconques, cela n'a pas toujours d'intérêt. Revenons sur la troncature que nous avons déjà évoquée. Si f admet un développement limité à l'ordre n en x0, et si petit m est un entier plus petit que n, alors si nous prenons la dernière partie du développement limité de f, c'est-à-dire toutes les puissances de m plus 1 jusqu'à n, eh bien comme ces exposants sont plus grands que petit m, tous ces termes sont des petits o de x moins x0 puissance m. Donc toute la dernière partie du développement limité de f est un petit o de x moins x0 puissance m, et nous ne gardons que les termes avec des puissances allant de 0 jusqu'à m. Ce dl s'appelle la troncature du développement limité à l'ordre n, et c'est bien sûr un développement limité à l'ordre m.
Donc qui peut le plus peut le moins. Si vous pouvez donner un développement limité de f à un ordre élevé, vous pouvez donner tous ces développements limités aux ordres inférieurs. En particulier, si p est la valuation du développement limité de f à l'ordre n, eh bien, le premier terme du développement limité, c'est le terme ap fois x moins x0 puissance p, et si vous tronquez votre développement limité à l'ordre p, vous obtenez un développement limité qui n'a que deux termes, la partie principale qui est un monôme, plus le reste. En particulier, dans le reste, nous avons la même fonction que le monôme. Le reste est un petit taux du terme qui vient avant. Ceci, nous l'avons vu dans la partie sur les relations de comparaison sur les fonctions. Ceci implique que f de x est équivalente à ce terme-là. Donc attention, personne n'est équivalent à 0, nous n'avons pas le droit d'écrire cela. Donc cette relation d'équivalence est correcte parce que AP n'est pas nul par définition de la valuation. Donc nous ne sommes pas en train d'écrire que f est équivalente à 0. Donc de manière générale, lorsque f admet un développement limité, à condition d'ordonner les termes du plus gros jusqu'au plus petit, c'est-à-dire en termes de puissance de la plus petite puissance jusqu'à la plus grande, eh bien le premier terme non nul vous donne toujours un équivalent de f en x0. Je vous rappelle qu'un équivalent n'est intéressant que si vous ne donnez qu'un terme. Il serait tout à fait correct de donner le terme suivant du développement limité, mais il se trouve que ce terme suivant est un petit taux de x moins x0 puissance p. Donc ça n'est pas un terme significatif. Donc vous pouvez toujours le mettre, de même que il est correct aussi de rajouter n'importe quel terme négligeable devant le premier terme de l'équivalent que vous avez déjà donné. Donc je ne sais pas à quoi est égal ap-1, mais si j'ai envie ici, je peux mettre racine de 42 fois x moins x0 puissance p plus 1, cet équivalent sera tout aussi correct. Mais comme aucun de ces termes n'est significatif, on ne les écrit pas, et pour nous, un équivalent intéressant, ce ne sera qu'un équivalent à un terme. Donc nous nous limiterons à cela. Cela, c'est un principe général dans ces études de fonctions avec des relations de comparaison. Nous énonçons enfin un théorème très important qui est le théorème d'unicité du développement limité. C'est-à-dire que si f admet un développement limité à l'ordre n en x0, eh bien ce développement limité est unique. Ses coefficients sont uniques. Pour le démontrer, nous allons procéder de la manière suivante. Supposons qu'il existe deux familles de coefficients a0an et b0bn, tels que f de x admettent deux développements limités, l'un avec une partie principale avec les coefficients ak, et le deuxième avec les coefficients bk. Nous pouvons alors effectuer la différence de ces deux développements limités, et nous obtenons que la somme pour k allant de 0 à n dak moins bk fois x moins x0 puissance k est égale à un petit taux de x moins x0 puissance n. Alors supposons maintenant que ces deux familles de coefficients sont différentes. Donc supposons qu'il existe un entier k tel que ak est différent de bk, et posons, donc puisque avec l'hypothèse que nous avons faite, nous pouvons en effet démontrer qu'il existe un entier petit r qui est le minimum de tous les entiers k, donc de 0 à n, tel que ak est différent de bk. Donc par notre hypothèse, cet ensemble n'est pas vide, c'est un ensemble d'entiers naturels, donc il admet un minimum. Cela signifie que dans notre somme, tous les termes qui sont avant le terme d'ordre r sont nuls. Donc notre somme ne va aller que de r à n. Nous allons donc tout pouvoir diviser par x puissance r, enfin x moins x0 puissance r. Ce qui nous donne donc, en divisant toute la relation par x moins x0 puissance r qui n'est pas nulle, cela nous donne somme pour k allant de r à n dak moins bk fois x moins x0 puissance k moins r égale à un petit taux de x moins x0 puissance n moins r, que nous allons réécrire en sortant le premier terme de cette somme. Donc le premier terme de cette somme, c'est ar moins br, qui par hypothèse n'est pas nul, et dans les autres termes, nous pouvons encore mettre x moins x0 en facteur. Donc x moins x0 fois la somme pour k allant de r plus 1 à n
dak moins bk fois x moins x0 puissance k moins r moins 1, cet exposant est toujours positif, donc tout cela est bien défini, égale à un petit taux toujours de x moins x0 puissance n moins r. Nous allons maintenant faire tendre x vers x0. Alors vous voyez que dans toutes mes relations, je n'ai pas mis que x tendait vers x0, donc il aurait fallu tous les mettre, ou alors indiquer au tout début de la démonstration que nous travaillerons toujours au voisinage de x0. Alors ici, ce terme, il tend vers AR moins BR quand x tend vers x0, puisque nous avons pu mettre x moins x0 en facteur dans ce polynôme. Et ce terme-là, nous savons qu'il tend vers 0 quand x tend vers x0, car l'exposant n moins r est positif. Donc ce petit taux de x moins x0 puissance n moins r, de toute façon, il est égal à un petit taux de 1. Donc c'est quelque chose qui tend vers 0 quand x tend vers x0. Or, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est encore écrit en bleu juste au-dessus, ce terme n'est pas nul, donc ceci est absurde. Ce qui signifie que notre hypothèse de départ était fausse, et donc nous obtenons que pour tout cas, AK est égal à BK, c'est bien l'unicité que nous voulions démontrer. Ce théorème a pour corollaire le résultat suivant que nous emploierons assez souvent. Si nous prenons f une fonction qui admet un dl à l'ordre n en 0, alors attention, ici il faut absolument que ce soit en 0, eh bien si la fonction f est paire, le polynôme du dl, donc sa partie principale, est un polynôme pair, c'est-à-dire que tous ces termes de puissance impaire sont nuls, ce polynôme n'aura que des termes avec des puissances paires. Et si la fonction est impaire, eh bien la partie principale est un polynôme impair, donc uniquement avec des termes de puissance impaire. Vous pouvez le vérifier d'ailleurs dans le formulaire, si vous regardez le développement limité de la fonction sinus, qui est impaire, eh bien son développement limité en 0 n'admet que des puissances impaires. De même, le dl de cosinus en 0 n'admet que des puissances paires, car cosinus est une fonction paire. Nous n'allons démontrer que le point petit i, le point petit de i se démontrerait exactement de la même manière. Donc, en 0, je vais écrire tous mes développements limités en 0, donc je n'écrirai pas x tend vers 0 sous mes signes égales. En 0, je vais écrire le développement limité de la fonction f. À l'ordre n, j'ai supposé qu'il existait. Donc j'obtiens un terme constant, plus un terme d'ordre 1, un terme d'ordre 2, etc. jusqu'au terme d'ordre n, puis le reste pour terminer. Donc j'insiste, toujours les termes, on les écrit dans cet ordre. A0 c'est le plus gros, et an puissance fois x puissance n c'est le plus petit. Alors ici c'est bien un développement limité en 0, donc c'est un polynôme en x moins 0, donc en x. Maintenant, comme la fonction f est paire, f de x c'est aussi égal à f de moins x. Or, lorsque x tend vers 0, moins x tend aussi vers 0, donc le développement limité de cette première ligne est encore valable. Si nous le composons par la droite par la fonction moins x, ce que nous avons le droit de faire, nous avons un développement limité de f de moins x. Donc a0 moins a1x, plus a2x2, puisque 2 est pair, donc moins a2 au carré est toujours, moins x au carré est encore égal à x carré, etc. jusqu'au dernier terme qui sera en moins 1 puissance n à n xn, puisque moins x puissance n est égal à moins 1 puissance n fois xn. Plus le reste, dans le reste, les constantes multiplicatives n'ont pas d'importance, donc plus ou moins, nous ne l'écrivons pas. Mais ceci, c'est tout de même 2 fois la fonction f de x. Or, nous venons de montrer qu'il n'y a qu'un seul développement limité de f en 0, donc nous avons une unicité des coefficients, et nous pouvons identifier, dès que nous avons une unicité d'écriture, nous pouvons identifier les deux écritures. Donc les termes constants sont égaux, A0 égale à A0, ce qui ne sert pas à grand chose, de même que A2 est égal à A2, donc ce sont des égalités qui n'apportent rien, mais par contre les termes d'ordre 1 sont égaux, donc A1 est égal à moins A1, AN est égal à moins 1 puissance n fois n, donc de manière générale, pour tout cas allant de 0 à n impair, nous avons A indice k est égal à moins A indice k, puisque moins 1 puissance k est égal à moins 1. Donc AK égale 0. Et donc, la partie principale de notre développement limité n'a que des puissances paires,
Donc la partie principale est un polynôme pair. Donc voici pour cette démonstration. C'est un théorème qui aura son importance en particulier pour vérifier vos résultats. Si on vous demande de calculer le développement limité d'une fonction impaire en 0, et que dans vos calculs il vous reste des puissances paires, non nulles, eh bien c'est que vous avez fait une erreur et cela va vous permettre de vérifier votre résultat. Attention, la réciproque est totalement fausse. Si vous connaissez le développement limité d'une fonction en 0 et que ce développement limité est impair, vous ne pouvez pas en déduire que la fonction f est impaire, car peut-être que si vous poussez votre développement limité à des ordres plus élevés, peut-être que des puissances paires vont se mettre à apparaître. Donc attention, ce corollaire, ça n'est qu'une implication, la réciproque est fausse. Un dernier théorème dans cette vidéo, lui aussi très important. Premier point, la fonction f est continue en x0 si et seulement si elle admet un développement limité en x0 à l'ordre 0. Et la valeur de f de x0 sera donnée par le terme constant de ce développement limité. Cela marche encore au cran d'après, c'est-à-dire que f est dérivable en x0 si et seulement si f admet un développement limité en x0 à l'ordre 1. Et la valeur de f' de x0 est donnée par le coefficient de degré 1 de ce développement limité. Il est bien évidemment très tentant de continuer, mais au-delà du rang 1, ça ne marche plus. C'est-à-dire que si votre fonction f admet un développement limité à l'ordre 2 en x0, eh bien vous n'êtes pas sûr du tout que votre fonction est dérivable 2 fois. Alors, pour la réciproque, si la fonction est dérivable plusieurs fois, est-ce qu'elle admet un développement limité ? Nous répondrons plus précisément à ce point-là lorsque nous verrons la formule de Taylor. D'une certaine manière, c'est oui, à condition que la fonction soit dérivable n fois, mais qu'en plus elle soit même de classe Cn. Mais le sens, s'il y a un dl à l'ordre n, alors la fonction est dérivable n fois, est totalement faux, et nous pouvons d'ailleurs en donner un exemple. Considérons la fonction f de r dans R qui à x associe x3 sinus 1 sur x si x n'est pas nul, et 0 si x est nul. Nous savons que la fonction x sinus 1 sur x est le produit d'une fonction qui tend vers 0 et d'une fonction bornée en 0. Donc c'est une fonction qui tend vers 0 en 0. Donc nous pouvons écrire que x sinus 1 sur x est un petit o de 1 en 0. Alors je ne vais pas l'écrire à chaque fois non plus, mais à chaque fois mes petits o se passeront au voisinage de 0. Donc si nous multiplions cette relation par x2, nous obtenons que x3 fois sinus 1 sur x est un petit o de x2 en 0. Comme f de 0 est égal à 0, cela permet de dire que f est un petit o, alors f de x, est un petit o de x2 en 0. Donc f admet un développement limité en 0 à l'ordre 2. Alors est-ce que cela implique que f est 2 fois dérivable ? Regardons déjà si f est continu. Alors je ne l'écris pas, mais avec le résultat précédent, il est clair que x cube sinus 1 sur x tend vers 0 en 0, donc f est bien continu en 0. Est-elle dérivable ? A priori oui, puisqu'elle admet un développement limité à l'ordre 1, donc d'après le théorème que nous n'avons pas encore démontré, mais f devrait être dérivable en 0. Vérifions cela. Nous voyons ici que la fonction, le taux d'accroissement de f en 0, f de x moins f de 0 sur x, est égal à x carré sinus 1 sur x, et ceci, comme une fonction bornée fois une fonction qui tend vers 0, tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Donc f est bien dérivable en 0, et f' de 0 est égal à 0, ce qui coïncide avec notre théorème. 0, c'est bien le coefficient du terme d'ordre 1 dans notre développement limité. En dehors de 0, f est défini par la fonction x cube sinus 1 sur x, qui bien sûr est dérivable, ce qui nous permet d'écrire directement que f' existe sur R, elle vaut 0 en 0, et 3x carré sinus 1 sur x moins x cosinus 1 sur x, en dehors de 0. La question est, est-ce que f est dérivable une deuxième fois en 0 ? Eh bien pour cela, regardons à nouveau le taux d'accroissement de f' en 0. f' de x moins f' de 0 sur x, cela est égal à 3x sinus 1 sur x, moins cosinus 1 sur x. Or ici, le premier terme, nous savons toujours pour les mêmes raisons, qu'il tend vers 0 quand x tend vers 0, et cosinus 1 sur x, nous avons déjà étudié ce type de fonction dans le chapitre sur les limites.
par caractérisation séquentielle, nous pouvons montrer en fait que cette fonction n'a pas de limite en 0. Donc, quand nous sommons une somme qui n'a pas de limite en 0 et une fonction qui tend vers 0 en 0, nous obtenons une fonction qui n'a pas de limite en 0. Donc ce taux d'accroissement n'a pas de limite en 0, f' n'est pas dérivable en 0. Donc nous obtenons bien un contre-exemple comme nous le souhaitions. Nous avons une fonction qui admet un développement limité à l'ordre 2 en 0, mais elle n'est pas dérivable 2 fois en 0. Donc voilà, au-delà de... Donc ça marche pour n égale 0 et pour n égale 1. Au-delà, le théorème ne se généralise pas. Donc il nous reste uniquement à démontrer ce théorème. Pour le premier point, nous pouvons écrire que f est continu en x0. Par définition, cela c'est équivalent à dire que f tend vers f de x0 en x0. Donc c'est aussi équivalent à dire que f de x moins f de x0 tend vers 0 quand x tend vers x0, ce qui, avec un petit taux, s'écrit f de x moins f de x0 est égal à un petit taux de 1 en x0. Ou encore, f de x est égal à f de x0 plus un petit taux de 1. Donc nous avons montré un sens dans notre point petit i. Si f est continu en x0, alors elle admet un développement limité à l'ordre 0 en x0. Et de plus, f de x0 est bien donné par le terme constant. L'autre sens se démontre de la même manière. Si f a un développement limité à l'ordre 0 en x0, donc nous écrivons que f est égal à a plus un petit taux de 1, cela signifie que f de x tend vers a quand x tend vers x0. C'est un simple passage à la limite. Or, ici, nous savons, alors c'est l'hypothèse que nous faisons depuis le début, x0 est dans l'ensemble de définition de f. Donc, c'est un résultat du chapitre sur les limites de fonctions. Une fonction qui a une limite finie en un point où elle est définie, eh bien cette limite c'est nécessairement f de x0. Cela prouve que f de x tend vers f de x0 en x0, donc f est bien continu en x0, et là encore, le terme de degré 0 du développement limité nous donne la valeur de f en x0. Nous allons démontrer le second point avec la même méthode. Commençons par montrer que si f est dérivable en x0, elle admet un développement limité à l'ordre 1. Donc dire que f est dérivable en x0, cela est équivalent à dire que le taux d'accroissement f de x moins f de x0 sur x moins x0 tend vers f' de x0 lorsque x tend vers x0. Donc je vais un tout petit peu plus vite sur l'écriture avec des petits o, mais cela c'est équivalent à dire que le taux d'accroissement en x0 est égal à f' de x0 plus un petit taux de 1. Il ne reste plus qu'à multiplier toute cette relation par x moins x0, et enfin, on fait passer le terme f de x0 à droite du signe égal, et nous obtenons bien un développement limité à l'ordre 1, dont le terme constant est f de x0, et dont le coefficient de degré 1 est f' de x0. Remarquons ici que le polynôme de degré 1, qui est la partie principale du développement limité, si nous écrivons y égale ce terme-là, eh bien nous avons exactement l'équation de la tangente à f en x0. Alors ceci corrobore ce que nous avons vu graphiquement un peu avant. Ce polynôme de degré 1, c'est la meilleure approximation polynomiale de degré 1 de f en x0. Graphiquement, cela revient à dire que la tangente à f en x0, c'est la droite qui approche le mieux le graphe de f au voisinage de x0. C'est une écriture, là encore, à retenir. Nous utiliserons très souvent que la partie de degré 1 du développement limité correspond à l'équation de la tangente de f, la tangente AF en x0. Réciproquement, si nous supposons que f admet un développement limité quelconque à l'ordre 1
en x0, donc f est égal à a0 plus a1 x moins x0 plus un petit taux de x moins x0. Déjà avec le premier point, f admet un développement limité à l'ordre 0, en particulier si nous tronquons ce développement limité. Donc f est continu en 0, et à 0, c'est nécessairement f de x0. Ensuite, je vais faire le même calcul que précédemment, mais dans l'autre sens. Alors je vais un tout petit peu plus vite. Je passe le terme a0 à gauche du signe égal, ce qui me donne f de x moins f de x0. Je divise le tout par x moins x0. Et donc à droite, j'ai enlevé a0 et j'ai divisé par x moins x0. Il me reste a1 plus un petit taux de 1. N'oubliez pas de diviser aussi le contenu du petit taux. Ce qui signifie que ce taux d'accroissement lorsque x tend vers x0 tend vers a1. Donc cela implique que f est dérivable en x0, pardon, et sa dérivée, f' de x0, est égale à a1. Ce qui achève la démonstration de ce théorème. Je vais m'en tenir là pour cette vidéo, et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment manipuler des développements limités et faire des opérations entre eux.